Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Paul Gourevitch. Jean-Paul Gourevitch, on vous connaît, vous participez à de nombreuses émissions, vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous faites des études qui sont reconnues dans votre domaine. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et consultant international sur l'Afrique, l'immigration et l'islamisme radical. On vous connaît surtout pour vos études sur l'immigration, le coût de l'immigration, le poids de l'immigration, le rapport avantages, désavantages de l'immigration, avec des études qui sont toujours reconnues, y compris par les personnes de droite comme de gauche, comme étant extrêmement objectives. Ce qui dérange parfois certains. C'est un parti, on a toujours envie d'avoir un parti pris sur ces questions. Mais nous sommes là pour parler de votre dernier livre, La Méditerranée, Conquête, Puissance, Déclin, qui est publié aux éditions DDB, donc de Jean-Paul Gourevitch. La Méditerranée, faire un livre sur la Méditerranée. Au début, je me suis dit, tiens, c'est passionnant de faire un livre sur la Méditerranée, mais j'ai très vite compris dès les premières lignes, et c'est vrai, qu'il est extrêmement difficile de faire un livre sur la Méditerranée. On peut faire un livre sur la Bretagne, sur l'Atlantique, mais la Méditerranée est tellement riche, tellement variée, elle est si différente dans ses cultures qu'il a fallu peut-être trouver un fil conducteur pour unifier cela. Ce fil conducteur, c'est finalement l'histoire. Alors c'est l'histoire et c'est surtout le rêve, parce qu'il n'était pas question de reprendre Braudel et de refaire après lui une histoire de la Méditerranée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le destin de tous ceux qui ont voulu soumettre la Méditerranée à leur caprice, à leur volonté, et faire de cette Méditerranée un lac intérieur sur lequel ils exerceraient leur souveraineté. C'est pour ça que l'ouvrage va depuis Ulysse jusqu'à Daesh et ne traite pas de façon continue période par période l'histoire de la Méditerranée, mais s'arrête sur tous ceux qui ont justement créé cette idée d'un rêve méditerranéen. Alors Jean-Paul Gourevitch, la Méditerranée est-elle si particulière parce qu'elle a été considérée non pas comme une mer mais comme un lac intérieur, ce qui n'était pas possible finalement avec l'Atlantique ou le Pacifique? D'abord, la Méditerranée, c'est le lieu de rencontre des trois religions du livre. Et ça, c'est quand même important. Deuxième point, alors qui m'est plus personnel peut-être, la Méditerranée, travaillant à la fois au Maghreb, en Afrique subsaharienne et en France, je l'ai parcourue et je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas une île, qu'il n'y a pas une ville du littoral est, du littoral sud ou du littoral nord où je ne me suis pas arrêté. Et puis je crois que j'ai depuis des dizaines d'années une certaine passion pour la Méditerranée parce que c'est effectivement à la fois une mer de litige, une mer cérémonielle et une mer qui attire aujourd'hui des millions et des millions de visiteurs, aussi bien dans ces villes que dans ces îles. Mais même nous, qui sommes en Bretagne, on ne peut que s'intéresser à la Méditerranée, parce qu'en réalité, la Méditerranée doit faire 50, 60%, 70% du journal télévisé, que ce soit par les crises migratoires, par les attentats, par le tourisme, par l'économie. La Méditerranée est au centre finalement de notre civilisation. Géopolitiquement, oui. C'est d'ailleurs très caractéristique parce que jusqu'à la découverte de l'Amérique latine, toute la civilisation était centrée sur la Méditerranée. Et même quand la Méditerranée a perdu une partie de sa prépondérance au profit de l'Atlantique, eh bien, elle est restée géopolitiquement le cœur d'une politique, d'une histoire et des conflits de civilisation. On n'aurait pas pu faire un tel livre sur l'Atlantique? Ben, je ne crois pas. D'abord parce que l'Atlantique est beaucoup plus vaste, parce que l'Atlantique n'est pas limité. Il n'y a pas un littoral nord, un littoral est, un littoral sud, parce que l'Atlantique n'est pas fermé et parce qu'au fond, tous les pays qui bordent la Méditerranée sont des pays qui, les uns et les autres, à un moment ou un autre de leur histoire, ont voulu
établir leur prépondérance sur cette mer. Et cette mer, c'est aussi, vous le dites, la mer des dangers, des pirates et des migrations. On ne peut pas dire la même chose du Pacifique ou de l'Atlantique. Et finalement, moi qui baigne dans l'Atlantique, mais qui connais un peu la Méditerranée, on m'a toujours dit que la Méditerranée était parfois plus coquine que l'Atlantique. La Méditerranée est... Il fallait s'en méfier. Oui, c'est une mer de danger. C'est à la fois une mer qui est fascinante aussi bien par sa couleur que par sa diversité, que par ses fonds marins, que par la variété de tous les gens qui la traversent ou qui bordent ces territoires, mais c'est fondamentalement aussi une mer où il y a des séismes, où il y a des naufrages, et on le voit hier comme aujourd'hui, des îles ont disparu, des passagers ont péri, et ce côté dangereux ajoute aussi une passion à cette Méditerranée. Et c'est pour ça que je me suis amusé à la fin à laisser la Méditerranée répondre à mon ouvrage pour dire ce qu'elle en pensait. On ne peut pas parler de la Méditerranée sans évoquer le personnage d'Ulysse, qui nous a accompagnés et qui a accompagné des générations d'enfants, d'adolescents, de rêves. Alors d'abord, Ulysse fait partie de ma mythologie personnelle, puisque j'ai écrit pour la jeunesse, ulysse.com, et que la première version de cet ouvrage qui avait été publié il y a une dizaine d'années et qui a été donc complètement réactualisé s'appelait « Le rêve méditerranéen d'Ulysse à Nicolas Sarkozy ». Bon, évidemment, c'est très dépassé aujourd'hui, mais Ulysse, c'est le premier homme méditerranéen. Il parcourt la quasi-totalité de la Méditerranée, et quand on lit l'Odyssée, et ça c'est ma vieille culture de prof de français latin grec qui revient, on s'aperçoit que c'est pas simple. Homère ne fait pas que raconter les aventures d'Ulysse. C'est aussi un guide maritime. Vous avez dans chaque lieu où s'arrête Ulysse, les éléments techniques qui vous permettent de savoir où sont les rades, si vous pouvez vous installer tranquillement ou pas, quelle est la capacité de tonnage des bateaux qui rentrent. C'est extrêmement passionnant de relire l'Odyssée avec cette clé-là. Ça veut dire que déjà, à l'époque, on avait déjà cartographié tout cela, étudié tout cela avec une précision presque impressionnante pour protéger finalement les navires qui allaient accoster. Voilà, c'est l'autre façon de lire l'Odyssée. C'est à la fois l'histoire d'Ulysse et de ce quatuor magique de femmes qui l'entourent, c'est-à-dire la fidèle épouse Pénélope, la maîtresse Calypso, la magicienne Circé et la jeune fille sage qu'on voudrait embarquer Nausicaa, mais c'est aussi un guide maritime qui est fait pour les navigateurs de l'époque. Voilà. Et déjà, à l'époque, il y avait le GPS de l'époque cartographié par Ulysse. Et la Méditerranée, c'est les affrontements de civilisation qui ont commencé, et c'est terriblement d'actualité. Rome contre Carthage. Et finalement, quand on prend cette métaphore, ça se reproduit aujourd'hui. Oui, d'une certaine façon, Rome contre Carthage, c'est déjà le littoral nord contre le littoral sud, mais Rome est un cas particulier. C'est quand même la seule puissance qui a réussi, par sa Mare Nostrum, comme disait Strabon, à faire en sorte qu'il contrôle non seulement toutes les côtes du pourtour de la Méditerranée, mais une partie de l'arrière-pays. Et c'est la grande différence entre l'Empire romain et l'Empire de Justinien. Parce que Justinien a voulu faire la même chose que les Romains. Il a essayé d'établir sa prépondérance sur toutes les côtes. Mais comme il ne contrôlait pas l'arrière-pays, eh bien, les côtes, peu à peu, lui ont échappé. Justement, Jean-Paul Gourevitch, il y a tout un chapitre sur l'histoire de Justinien. Elle est merveilleuse, cette histoire de Justinien,
c'était un peu finalement l'école du mérite de l'époque. Il a commencé avec rien, il est issu du peuple finalement, ce Justinien. Ben, il est issu du peuple, sa femme est issue du peuple et ses généraux sont issus du peuple. Et j'ai insisté un petit peu sur l'histoire de Justinien parce que Justinien a rêvé la Méditerranée. C'est vraiment un des protagonistes du rêve méditerranéen. Il a tenté de reconstituer donc la domination romaine sur toute la Méditerranée et en plus c'est une histoire qui est pleine de légendes. La légende de Bélisaire, le grand chef militaire, qui à la fin se retrouve mendiant et dit souvenez-vous du pauvre Bélisaire. Et ça nous apprend aussi quand même une petite leçon d'humilité et d'histoire. Un grand chef, un empereur, se méfie toujours des grands généraux qu'il a sous ses ordres, parce qu'il se dit peut-être qu'un jour le général va me remplacer. Donc il fait tourner le compteur et quand un général est trop puissant, il le disgracie. Ça me rappelle un peu cette phrase de Louis XIV, qui n'est pas exacte évidemment, mais qui était de la sorte quand je donne une promotion à quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne me remerciera pas de toute façon et je ferai quelques centaines d'aigris autour. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, dans cette Méditerranée, il y a l'échec du christianisme. Christianisme brisé sur ce rêve méditerranéen, la Méditerranée, le rêve méditerranéen brisé par le christianisme. Alors, il y a un double échec. Il y a l'échec de la domination arabe et il y a l'échec de la domination chrétienne. Et ce n'est pas pour les mêmes raisons. Les Arabes ont conquis une grande partie du pourtour de la Méditerranée, puisque vous le savez, ils sont arrivés en Espagne, en Occitanie, et donc ils tenaient à la fois le littoral est, le littoral sud, une partie du littoral nord. Sauf que les Arabes étaient divisés. Il y avait la fitna, la division au cœur de l'Oumma et de la communauté arabe. Et cette division a fait que quand il y a eu la Reconquista par les Espagnols, ils n'ont pas tenu. Les chrétiens, c'est tout à fait autre chose. Le rêve chrétien, c'était théoriquement de reconquérir Jérusalem et accessoirement de faire en sorte que la Méditerranée soit chrétienne. Sauf que ça, c'était le rêve des populations. C'était pas automatiquement le rêve des souverains ni des grands chevaliers. Et la preuve, c'est que la 4e croisade, qui devait reprendre Jérusalem, s'est arrêtée sous les murs de Constantinople, qu'ils ont mis à feu et à sang. Donc, on était très loin du rêve méditerranéen. Oui, mais il y a Saint-Louis. Était-il le plus méditerranéen de nos rois ? Alors, ou de nos dirigeants politiques même, depuis la création de la France. Saint-Louis arrive le dernier. Il arrive au moment où presque tout est perdu, puisque Jérusalem est au pouvoir des Arabes, les Occidentaux ne tiennent plus que quelques places fortes, et Saint-Louis se dit, il faut rechristianiser la Méditerranée. Mais il n'a pas assez de force. Et d'autre part, les Arabes ont beaucoup appris des luttes contre les Occidentaux. Ils ont compris ce que c'était que la stratégie. Ils savent que quand une ville est assiégée, il faut assiéger les assiégeants. Et donc, et puis Saint-Louis a été victime aussi des épidémies de l'époque. Et donc, 1270, c'est effectivement la fin définitive du rêve chrétien, même si une ou deux forteresses résistent encore une centaine d'années après. Saint-Louis qui meurt dans d'atroces souffrances à Carthage, vous le rappelez. Oui, alors, la fin de Saint-Louis marque aussi une sorte de rupture. Plus jamais après Saint-Louis, des souverains n'ont rêvé quelque part d'aller reconquérir tout le pourtour de la Méditerranée. On est après avec la domination
des Vénitiens, la domination des Ottomans, les pirates, et puis après, au XVIIIe, au XIXe siècle, la colonisation, le réveil des nationalismes, etc. C'est-à-dire que c'est à partir de Saint-Louis que les chrétiens se sont dit « jamais la Méditerranée ne restera chrétienne ». Et ils ont donc capitulé, non pas face aux Arabes, parce que les Arabes auraient pu devenir musulmans, auraient pu devenir chrétiens, face aux musulmans. Voilà. Alors, vous dites les Arabes, il faut dire les musulmans. Oui, les Arabes. Mais la plupart des musulmans de l'époque étaient arabes, même si après, l'Empire ottoman a pris le relais. Et la plupart des Arabes étaient musulmans aussi. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est d'ailleurs intéressant. Quand les Arabes ont conquis le littoral sud, ils se sont heurtés aux Berbères, dont une partie était chrétien. Mais les Arabes avaient non seulement la force militaire, mais ils avaient la force spirituelle. Ils avaient la foi, et une foi qui soulève en quelque sorte les montagnes. Donc ils étaient mus par le sentiment que la religion musulmane pouvait conquérir la totalité de la Méditerranée. Et quand vous avez un sentiment fort comme celui-là, ça vous aide beaucoup dans les guerres. Jean-Paul Gourevitch, on parle de votre livre « La Méditerranée », publié aux éditions DDB, avec donc l'historien Jean-Paul Gourevitch, et économiste surtout, on vous connaît surtout comme économiste. Là, vous avez pris une casquette d'historien. Oui, je dirais une casquette à la fois d'historien, de géopoliticien, d'économiste, vous l'avez dit, et un petit peu de démographe aussi, parce que les déséquilibres démographiques ne vont faire au fur et à mesure des années que s'amplifier entre le littoral sud, le littoral est et le littoral nord. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tous les 300 ans ou 400 ans, on change de maître du jeu. Les chrétiens sont maîtres du jeu, ensuite les musulmans deviennent maîtres du jeu, ensuite les marchands de Venise deviennent maîtres du jeu, puis les Ottomans deviennent maîtres du jeu, et ainsi va la vie. Oui, c'est ça qui est passionnant. C'est que cette histoire de la Méditerranée est une histoire de transformation où chaque grand peuple passe le relais, en quelque sorte, à un autre pour avoir la prépondérance sur l'ensemble de la Méditerranée, et aucun ne réussit à la soumettre. Et un exemple qui est très mal connu, mais sur lequel j'ai fait un véritable travail, c'est qu'on n'avait jamais imaginé, ou on a été un très petit nombre de gens à imaginer qu'Hitler avait comme idée de transformer la Méditerranée en lac intérieur pour la propagation des idées nazies. Il avait à la fois ses troupes qui devaient, sur le littoral nord, déborder la Crimée et arriver vers Soukoumi, c'est-à-dire vers les rivages de la mer Noire, et sur le littoral sud, il pensait que Rommel rejoindrait ses troupes, que du coup la Turquie basculerait dans le camp des puissances de l'Axe et que Hitler serait le maître de la Méditerranée. Et ça, c'est pas connu, parce qu'on connaît l'opération Barbarossa, on connaît tout ce qu'il a fait en Europe de l'Est. Or, Hitler dit lui-même que c'était pas son plan principal. Son deuxième plan, son plan B, en quelque sorte, c'était de conquérir tout l'espace méditerranéen. On va aller un peu plus loin, on va se rapprocher de nous maintenant avec cette actualité. On a beaucoup parlé de la colonisation, vous évoquez évidemment la piraterie, la bataille d'Alger, pas la dernière, hein, la première bataille d'Alger, évidemment. Tout ça, c'était finalement à la demande des puissances autour. Hein. Oui. L'idée était de mettre fin à Alger, qui était la capitale des pirates. Absolument. Absolument. Et on n'a pas imaginé, d'ailleurs, quand on a pris Alger en 1830, on n'a pas du tout perçu que c'était le début d'une colonisation
qui allait durer pendant 150 ans et qui allait à la fois enrichir et créer des graves problèmes à la France et au-delà d'ailleurs à tout l'Occident. On croit faire une expédition punitive et on s'engage dans une entreprise qui va durer 150 ans. Vous parliez de l'Allemagne, mais bien avant, vous parliez d'Hitler, mais bien avant Hitler, il y avait l'Allemagne avec ce coup de poker, vous le rappelez, très peu de gens le savent, qui a failli finalement, le Maroc a failli être un protectorat allemand. Ça s'est joué, j'allais dire, un chouïa, comme on dit. Oui, comme on pourrait dire. Ça, c'est le résultat de la politique de Bismarck et notamment de la conférence de Berlin. Il faut bien voir que dans la conférence de Berlin 1884-1885, les puissances s'étaient partagées en quelque sorte l'Afrique et les Allemands se trouvaient démunis. Ils avaient commencé à s'implanter au Togo, au Cameroun, mais ça ne leur suffisait pas et ils voulaient effectivement une possession au Maroc pour pouvoir contrer l'influence de l'Angleterre et de la France. Et une des conséquences, c'est que la France non seulement a répondu à ce coup de force allemand, mais a été obligée de faire la guerre au Cameroun et au Togo pour récupérer ces deux territoires. Et on ne sait pas bien que la guerre de 14-18 ne se passe pas seulement en France. Elle se passe aussi en Afrique et elle se passe aussi aux Dardanelles. Et puis il y a ce rêve méditerranéen, l'Union de la Méditerranée, vous revenez dessus, par Nicolas Sarkozy. Il y a tout un chapitre sur cette Union de la Méditerranée. Et je me suis dit, pourquoi un chapitre pour cette Union de la Méditerranée qui finalement a occupé quelques discours, quelques colloques, et qui ensuite a totalement disparu et qui n'est plus du tout d'actualité. Alors, vous avez raison. L'Union de la Méditerranée, elle est immergée au plus profond de la Méditerranée. Qui peut aller, vous le dites, jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Voilà. Bon. Mais c'était quand même, c'est pas lui complètement qui a eu l'idée, puisque c'est tout un processus qui commence par le processus de Barcelone, mais c'était quand même une très belle idée. Parce que l'idée, c'est quand même que tous les peuples autour de la Méditerranée ont des intérêts communs. La pollution de la Méditerranée, c'est un intérêt commun. L'accès de tous les riverains à l'eau et à l'électricité, c'est un intérêt commun. Les routes commerciales, c'est un intérêt commun. La lutte contre la piraterie, c'est un intérêt commun. Contre le terrorisme, c'est un intérêt commun. Et Nicolas Sarkozy, et je ne défends pas du tout Nicolas Sarkozy, mais a été le premier à faire asseoir côte à côte, et ce n'était pas évident, des Libyens et des Syriens, des Israéliens et des Palestiniens, et ça a été cette fameuse conférence du 13 juillet dans laquelle les gens ont cru que le rêve méditerranéen allait reprendre sous la domination ou sous le parrainage de l'Europe. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Alors ça n'a pas marché pour des raisons géopolitiques, parce que les dirigeants de l'Europe ne sont élus que pour 6 mois, enfin ne sont nommés que pour 6 mois. Après Nicolas Sarkozy, c'était les Tchèques. Les Tchèques, l'Europe, la Méditerranée, bon. Après, c'était les Suédois. Essayer de convaincre les Suédois que la Méditerranée, c'est un enjeu géopolitique important, c'est un peu difficile. Après, ça a été l'Espagne. Et là, on a rêvé. Sauf que l'Espagne était dans la période des attentats. Donc, impossibilité. Et la deuxième raison plus profonde, à mon avis, c'est que les peuples méditerranéens n'ont jamais été associés à cette idée. Quand vous allez au Maroc, quand vous allez en Syrie, que vous parlez de l'Union de la Méditerranée, mais il n'y avait que les élites qui étaient au courant. Et donc, quand une idée n'a pas un soutien populaire, elle devient technocratique, elle meurt de sa belle mort, et c'est quand même dommage, parce que il y a eu quand même beaucoup d'argent dépensé. Et à part la station d'épuration du Caire ou la rénovation de la bibliothèque d'Alexandrie, l'Union pour la Méditerranée n'a pas produit grand-chose.
Et vous terminez votre livre, Jean-Paul Gourevitch, qui s'appelle La Méditerranée, aux éditions DDB, tout simplement, par un rappel de l'actualité brûlant avec les crises migratoires, avec ces migrants qui échouent sur nos côtes, ces morts que chaque jour la Méditerranée déverse sur des plages d'Europe du Sud, et avec ce constat, une impossible sécurité en Méditerranée. Alors, non seulement du fait des migrants, mais aussi du fait de l'islamisme. Oui, d'une manière générale. Insécurité pour les propres migrants eux-mêmes, voilà. Les malheureux. Oui. Les deux chapitres actuels qui se terminent par une analyse des mauvaises fées, enfin des bonnes fées et des mauvais génies qui veillent ou qui ne veillent pas sur la Méditerranée, c'est pour montrer que la Méditerranée, ça a aussi été un rêve pour les migrants, mais pas un rêve pour y rester, un rêve pour la traverser, pour passer d'un côté à l'autre de la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'était aussi un rêve pour les islamistes. C'est installer un califat sur le littoral sud et pouvoir envoyer des militants sur le littoral nord pour gangréner les capacités de résistance du littoral nord. Donc ce sont deux grands enjeux majeurs du XXIe siècle qui font que justement, je crois qu'il faut se passionner pour la Méditerranée parce que c'est un enjeu politique et géopolitique incontournable. Merci Jean-Paul Gourevitch, votre livre sur la Méditerranée part d'Ulysse, d'Homère jusqu'au califat, voilà, et jusqu'à la crise des migrants. Ce livre est à la fois un livre d'histoire, un livre qui permet de prendre un peu de recul, de se plonger sur cette histoire de la Méditerranée qui est extrêmement riche. La Méditerranée de Jean-Paul Gourevitch qui est sous-titré Conquête, puissance et déclin aux éditions DDB. Alors Jean-Paul Gourevitch, merci. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, consultant international sur l'Afrique, les migrations et l'islam radical. Vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de la Méditerranée, évidemment. Et puis vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, des romans, des essais, des biographies, des études techniques, des beaux livres aussi, des livres pour la jeunesse. C'est aussi un livre pour, peut-être pas pour la jeunesse quand même, pour l'adolescent, voilà, que celui qui veut comprendre la Méditerranée. Oui, voilà, je pense qu'un certain nombre d'étudiants ou de jeunes étudiants peuvent s'y intéresser, d'autant plus que j'ai essayé de le faire, non pas comme un ouvrage universitaire avec des tas de références partout, mais plutôt comme le roman des différents rêves méditerranéens. Merci Jean-Paul Gourevitch de nous avoir parlé de votre livre, La Méditerranée.